Avec Bitcoin, on a vraiment une information qui, pour la première fois grâce à Bitcoin, était, disons, préservée de la problématique de la copie, du copier-coller. Pour les deux choses, souvent les gens oublient que Proof of Work et limite de la création monétaire, ça va ensemble. L'un sans l'autre n'a pas de sens. Et du coup, Bitcoin est ancré dans la valeur énergie. Exactement. Et c'est en cela qu'il a le plus haut degré de confiance. Philosophiquement, il peut y avoir qu'une seule monnaie en proof of work. C'est extrêmement nocif ce qu'ils font avec l'environnement et leur stock d'or. Toujours copier un Bitcoin si on veut. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas utiliser la copie. Le fait de passer à Bitcoin serait déjà, du point de vue environnemental, un gros progrès. Pierre Noisav, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Crypto. C'est un plaisir de te recevoir. Bonjour Richard, merci de me recevoir. D'autant qu'on va en profiter, on avait déjà commencé un peu l'interview, enfin à discuter avant, parce qu'on est deux grands bavards. Et tu as écrit un livre sur la thermodynamique et les principes de la thermodynamique ramenés à la monnaie et du coup à Bitcoin. Et en fait, on se disait, tiens, c'est sympa, ça peut être sympa d'essayer de vulgariser justement ces principes thermodynamiques. Parce qu'autant, toi, c'est ton truc, et en plus avec Didier Darcet sur Grand Angle Éco, on fait souvent ce qu'il appelle de l'éconophysique. C'est-à-dire qu'il rattache toujours les lois physiques à l'économie en disant, si ça marche dans la physique, logiquement, si une théorie économique ne fonctionne pas avec, c'est qu'il y a un trou dans la raquette. On a raté une marche, et il appelle ça l'éconophysique. Ouais. Donc je me dis, c'est chouette, parce que comme tu as écrit un bouquin dessus, on va pouvoir expliquer ces trois principes, et ensuite les rattacher à Bitcoin, et même au fiat, et aux alt, parce qu'en réalité il y a un cheminement logique qui en fait c'est Lavoisier et c'est les physiciens quoi. C'est l'invention de Bitcoin qui a remis l'énergie au centre du sujet de la monnaie en fait, parce que Bitcoin ça monétise de l'énergie, on a une preuve, chaque Bitcoin, chaque UTXO comme on dit, chaque pièce de monnaie du système porte une preuve de l'énergie qu'il a fallu pour la fabriquer. C'est cette fameuse signature collective des mineurs sous forme d'un hash et de ce fameux secret qui a été trouvé par un mineur et qui a permis de fabriquer le bloc. Donc on a la preuve mathématique de l'énergie qui a été dépensée pour créer une pièce de monnaie. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas en numérique, on l'avait avec l'or. Quand on a une pièce d'or, on sait qu'il a fallu de l'énergie pour l'extraire et la fabriquer et la sécuriser. Il y a toute une logistique autour de l'or. Et pour Bitcoin, c'est pareil, mais dans le monde numérique. Donc on a remis l'énergie dans le débat parce qu'elle avait un peu disparu depuis 1971, évidemment, le fameux découplage entre la monnaie et l'énergie par Nixon, qui a dit le dollar n'est plus convertible en or, donc il a fait défaut sur la dette en or des États-Unis. C'est un défaut récent, donc la première puissance économique du monde. Elle a fait défaut sur une dette. Elle a fait défaut sur une dette en or, et du coup, on a de la monnaie qui est découplée de l'énergie. Elle ne repose, alors pas tout à fait, elle ne repose. Et c'est pas forcément un problème, mais en tout cas, c'est plus le même paradigme. Elle repose sur une énergie qui est une énergie future, qui est l'énergie des emprunteurs, puisque chaque fois qu'un dollar est créé, il y a une dette qui est contractée. Donc il y a un emprunteur qui a promis de fournir son travail pour rembourser. Et d'ailleurs, quand il fournit le travail et qu'il rembourse, on détruit le dollar qui revient. Il y a destruction monétaire. C'est bien qu'on a emprunté de l'avenir et quand ça arrive... Il y a un burn, effectivement. Mais on va y revenir parce qu'on va reprendre justement comment ça s'ancre dans les trois lois de la thermodynamique. Donc commençons par la plus simple, celle que tout le monde connaît et répète quand il ne sait pas quoi dire. C'est que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà, ça c'est l'énoncé de Lavoisier, donc qui est un chimiste, et qui est le premier principe, dit principe de conservation. Bon, à l'époque, le concept d'énergie n'était pas encore né. Donc, quand il l'exprimait, c'était la conservation de la masse dans une réaction chimique. Donc, c'était les prémices. Pas loin. C'était les prémices, c'était le premier énoncé correct, disons, de la loi de conservation. Et après, cette loi s'est raffinée pour arriver à représenter donc la conservation de l'énergie avec Einstein notamment, qui a découvert que la masse et l'énergie, il y avait une relation d'équivalence. C'est pareil. Alors, c'est pas pareil, mais c'est équivalent. Ce qui est un peu différent. Il n'y a pas d'égalité, mais il y a une équivalence par la fameuse relation. Lui, il a écrit égal. E égale MC2. Lui, il a écrit égal. Oui, mais cette relation égale, c'est pas E égale M, c'est E égale MC2. Donc il y a un coefficient entre les deux qui fait la différence. Mais clairement, on a la conservation de l'énergie aujourd'hui comme premier principe. Donc quand on dit consommation d'énergie, par exemple, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que j'évite ce vocabulaire. Je parle de transformation d'énergie. On peut dire aussi utilisation de l'énergie, mais tout de suite, utilisation, ça laisse entendre qu'on va tout de suite recevoir un flux et tout de suite le transformer en flux. C'est pas toujours le cas. Parfois, il y a
Accumulation, c'est-à-dire qu'on transforme un flux en un stock. Par exemple, ce que fait une batterie, qui reçoit un flux électrique et qui le transforme en un réservoir d'énergie chimique. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire transformation? Enfin, justement, c'est quoi? Ça veut dire quoi transformer de l'énergie? Parce que techniquement, quand j'ai un litre d'essence et que je le mets dans ma bagnole, après je l'ai plus. Alors, non, tu ne l'as plus, mais l'énergie est toujours là. En fait, il y a eu une oxydation du carburant qui a donc été utilisée dans une réaction chimique de combustion. Donc, c'est une forme d'oxydation qui s'appelle démarrer sa voiture. Et cette combustion permet de faire avancer la voiture. Mais ce faisant, l'énergie n'est pas perdue. elle est soit dissipée dans l'atmosphère sous forme de chaleur et sous forme de résidus, donc d'atomes. Enfin, il y a toujours une énergie résiduelle, même si on a l'impression que l'énergie initiale a disparu. En fait, elle a été transformée en énergie cinétique. Il y a un truc qui m'avait choqué quand on m'avait dit ça quand j'étais gamin, c'est que je me suis dit, on transforme l'énergie en mouvement. Ok. Sauf qu'une fois que ma voiture s'arrête, elle a disparu l'énergie puisqu'il n'y a plus de mouvement. Alors non, parce qu'il y a eu des frottements, il y a eu de la force gravitationnelle, t'as monté des côtes par exemple, donc tu as vaincu une force gravitationnelle qui est opposée, donc tu as compensé un réservoir, enfin tu as constitué un stock d'énergie gravitationnelle en montant la côte. Donc toutes ces transformations d'énergie libre, qu'on appelle l'énergie libre, c'est-à-dire l'énergie utilisable directement, hein, donc l'électricité essentiellement aujourd'hui, tout le monde dit qu'il faut tout électrifier, donc l'énergie libre, ça va tendre à devenir synonyme d'énergie électrique, mais plus généralement c'est une énergie utilisable, directement utilisable. Dans un litre de pétrole, il y a de l'énergie libre. Voilà, bien sûr, le pétrole est un stock d'énergie qui te fournit une énergie libre disponible et stockable en plus, contrairement à l'énergie électrique qui est difficile à stocker. Enfin, on a toutes formes d'énergie et il y a toutes sortes de transformations de l'énergie. Donc on vient de le dire, transformer un flux en stock, c'est une transformation. Transformer un flux en un autre flux, c'est aussi une transformation. Évidemment, dans le processus, on perd en général de l'énergie libre, on dégage de la chaleur. Donc effectivement, il y a de l'entropie dans la chaleur, mais essentiellement, c'est une forme d'énergie difficile à utiliser, la chaleur. Et l'entropie, donc c'est un autre concept. Alors, donc ça, avant d'arriver à l'entropie, deuxième principe. Avant d'arriver à l'entropie, donc ma voiture, quand je mets un litre d'essence, elle avance. Et quand elle s'arrête, et d'ailleurs si on était dans l'espace, elle prendrait son mouvement et puis terminé. Elle garderait son mouvement à vitam aeternam. Sans frottement, oui. Voilà. Alors que dans la réalité, soit je reconstitue, je transforme mon litre d'essence en altitude, quand ma voiture monte, et comme elle est plus haute, elle a stocké de l'énergie, j'ai transformé de l'essence en altitude, que je peux restituer en descendant la pente. Et quand elle ralentit, tout simplement quand on est sur du plat, elle a réchauffé la planète. Parce que elle a rencontré le frottement de l'air. Elle a réchauffé l'air qu'elle était à côté d'elle. Elle a vaincu en fait beaucoup de forces invisibles. Mais l'énergie étant invisible, effectivement, c'est un peu la difficulté. C'est que les gens font facilement des raisonnements faux. Parce que dès qu'on est dans l'abstraction, quelque chose d'invisible, là, ce que j'appelle la pensée magique se met en place et il y a toutes sortes de fantasmes qui arrivent. Là, pour l'instant, soit j'ai transformé mon litre d'essence, j'ai transformé soit en altitude, soit en chaleur, parce que ma voiture a frotté de l'air et du coup, elle a réchauffé la planète. Voilà, ou en frottement, en chaleur, oui, parce qu'on a vaincu des frottements. Et du coup, on pourrait dire, pas de problème. Mais comment est-ce que je fais pour récupérer la chaleur qui a été dissipée par... Parce que l'altitude, on voit bien, on enlève le frein à main, elle redescend et hop... Alors l'énergie, elle se capte à plein d'endroits. Mais la chaleur, comment est-ce qu'on peut... la chaleur, par définition, la chaleur, c'est l'énergie la plus difficile à utiliser. Alors justement, c'est quoi cette nature ? C'est de l'énergie, c'est l'énergie, pas utile. C'est l'énergie cinétique des molécules de gaz. Si on veut faire une définition très scientifique, pourquoi il y a de l'énergie dans la chaleur ? Parce qu'il y a des molécules de gaz qui sont en mouvement. Donc quand on mesure, c'est chaud. Ou des molécules de métal d'ailleurs. Hein. Si le métal, quand on touche un métal, c'est que les molécules du métal, en fait, elles vibrent, elles sont très en mouvement. Donc ça, c'est la chaleur. Donc difficile à utiliser. C'est de l'énergie pas libre. Et c'est par définition l'énergie libre, c'est le reste. C'est énergie facile à utiliser. Donc c'est un peu l'opposé de la chaleur. La chaleur, c'est un peu comme dire, c'est la différence entre l'assiette et l'assiette cassée. Hein, l'assiette cassée, c'est juste une assiette en morceaux finalement. On se dit on peut la recoller, et puis sauf que c'est beaucoup plus compliqué d'utiliser une assiette cassée parce qu'il faut la recoller qu'une assiette qui est évidemment. On pourrait même simplement mettre les morceaux les uns à côté des autres et manger dedans, quoi. On voit l'idée, quoi, que voilà. La chaleur, il va falloir recoller les morceaux. Donc ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, il introduit la notion d'entropie qui est fondamentale. Mais donc, on consomme de l'énergie libre. On transforme de l'énergie libre en énergie moins libre si on veut l'utiliser à quelque chose. Souvent, donc on transforme de l'énergie et on consomme de l'énergie libre. Ouais, on utilise moi je dis pas consommer de l'énergie, encore une fois, c'est une transformation imparfaite.
Et où arrive l'entropie là-dedans? Quelle est sa place? L'entropie, sa place, c'est d'introduire le concept d'information et d'incertitude. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la flèche du temps qui fait son apparition avec le deuxième principe. Il va falloir expliquer. La flèche du temps, c'est simplement le deuxième principe. Il dit simplement que le désordre, l'entropie a tendance à augmenter. Donc l'incertitude, plus je réfléchis à long terme, plus j'ai de l'incertitude sur ce qui va se passer. En gros, c'est ça que dit le deuxième principe, parce que plus on avance dans le temps, plus l'avenir est incertain. Donc concrètement, si j'ai de la chaleur, si j'ai de l'énergie pas libre, je peux pas refaire de l'énergie libre avec. Donc en gros, ce qu'on dit, c'est que quand un système évolue en l'absence d'apport d'énergie ou d'information, donc un système isolé, il tend à évoluer vers le désordre, hein, puisqu'on est incapable de prédire, il ne va pas se ranger tout seul, les molécules de gaz vont pas se... Si on met l'exemple qu'on prend, c'est un récipient avec 2 compartiments, gaz froid et gaz chaud, on observe que... Voilà, si on mélange les deux, c'est foutu. Non, quand il y a une ouverture, une cloison dans le compartiment avec un trou au milieu, le gaz chaud va aller vers donc le gaz froid, et à la fin, on a 2 compartiments tièdes, donc on n'est plus capable de dire dans quel sens vont les molécules. Donc pour notre voiture, c'est la chaleur de la voiture. Je termine là-dessus, c'est très important. Donc l'incertitude sur le mouvement des molécules a augmenté, puisqu'on est à la fin dans un mouvement brownien. Donc c'est ça que dit le deuxième principe. Si, en tant qu'observateur, si j'observe le mouvement des molécules, ce mouvement va devenir de plus en plus imprévisible. Donc c'est l'entropie qui augmente. Ça, c'est le deuxième principe. Et donc ça met en place la flèche du temps et des perceptions qu'on a que le temps s'écoule. Et c'est là où je voulais en venir quand je te disais on consomme de l'énergie libre. L'énergie libre, c'est mon réservoir où j'ai du chaud. Et le réservoir où il y a du froid, si je lève la cloison, je vais faire un mouvement, donc je peux en faire quelque chose. D'ailleurs, la machine à vapeur... C'est le principe de la machine à vapeur. La machine à vapeur, c'est une source chaude et une source froide. Voilà. Ça permet de créer de l'énergie mécanique. Donc, si j'ouvre le compartiment, j'utilise l'énergie libre. Mais je ne veux pas rester sur cet exemple parce que cet exemple-là, c'est juste pour introduire la notion d'entropie. Donc je ne veux pas tout mélanger, le premier principe et le deuxième principe. Donc le deuxième principe, il dit juste ça, il dit l'entropie augmente. L'entropie, c'est un manque d'information. Et le troisième principe, qui à mon avis est le plus important et qui m'a motivé pour écrire le livre, il est apparu dans les années 70 avec un chimiste qui s'appelait Ilya Prigogine, un chimiste russe, qui a donc découvert et éprouvé et expérimenté et développé toute une théorie sur donc le fait que les structures dissipatives, donc les systèmes ouverts, là, pour l'instant on parlait d'un système fermé, une casserole sur le feu. Les systèmes ouverts, c'est-à-dire en fait les systèmes dans la vie réelle, eh bien ils tendent à s'auto-organiser en captant de l'information pour capter le maximum d'énergie. Alors donne un exemple. Il y a plein d'exemples en fait. L'exemple le plus frappant, c'est le monde vivant. Le monde vivant, c'est je prends un atome qui a une utilisation de l'énergie tout à fait modeste. Il va avoir tendance à s'auto-organiser en molécules. Les molécules à leur tour on va avoir tendance à s'organiser en cellules, et de proche en proche, on va arriver à un être vivant qui, lui, va être capable de gérer un flux incident, un flux d'énergie bien supérieur à celui de l'atome. Donc on a un exemple là d'auto-organisation d'un ensemble d'atomes. En présence d'énergie. Alors non, justement, pas. L'énergie étant partout, ils sont eux-mêmes de l'énergie. Donc l'énergie, ils la captent. Comme elle est partout, ils la captent effectivement, mais la finalité... Il n'y a pas de finalité, c'est ça. Mais il faut une source chaude et une source froide pour observer ça. Il faut un flux incident. Il faut juste un flux. Ça définit un système ouvert. Un système ouvert, c'est juste un système qui reçoit de l'énergie. Donc c'est dans la vie réelle, tous les systèmes reçoivent de l'énergie, puisqu'ils ne sont pas isolés, par définition, on n'est pas dans un récipient isotherme. Donc tous les systèmes recevant de l'énergie, ils s'auto-organisent pour maximiser ce flux, tout simplement. Et c'est pour ça que je te parlais de ma casserole. Tu vois, c'est un truc très basique, mais je prends une casserole. Alors, c'est très de l'eau. Ouais, ça te paraît basique, mais en fait, l'exemple de la casserole nous amène à la discussion très compliquée sur la convection et la conduction. Donc je préfère... encore une fois, on est dans la pédagogie, donc je voudrais rester sur des choses simples pour pas justement... Les choses qui paraissent simples ne sont pas forcément. Donc j'évite, je choisis soigneusement mes exemples dans le livre, justement pour pas emmener, pour essayer de ramener les choses à l'essentiel. C'est un peu l'objectif de la pédagogie. Donc si tu prends en gros quelque chose de vivant, pour rester dans ton... Tu vas mettre quelque chose de vivant dans un système ouvert, donc on va dire globalement on va rajouter un soleil, on rajoute une source d'énergie. Non, il n'y a rien à rajouter. Le vivant reçoit de l'énergie à
que ce soit dans l'obscurité, ça peut être la température de l'eau, enfin il y a des choses, oui, c'est ça, mais... des flux d'énergie qui peuvent être tout à fait insignifiants. Mais l'exemple que je prends de la structure dissipative, c'est le vivant, parce qu'il y a l'évolution darwinienne en fait, qui est un exemple d'auto-organisation du vivant, puisque le vivant évolue. En fait, il évolue pourquoi ? Pour s'auto-organiser, pour capter un maximum d'énergie. Une espèce est une structure dissipative. Alors ça, c'est le côté fractal de tout ça, puisque on part de l'atome, la molécule, la cellule, l'être vivant, mais l'être vivant lui-même s'inscrit dans une espèce. Et donc les espèces elles-mêmes sont aussi des structures dissipatives. C'est-à-dire que nous sommes à la fois une structure dissipative en tant qu'individu, et nous sommes membres d'une espèce qui elle-même est aussi une structure dissipative. Donc nous sommes imbriqués, nous ne sommes pas juste une structure dissipative isolée, faisons partie d'une structure dissipative plus large qui est l'espèce. Et cette structure dissipative au niveau de l'espèce, ça devient intéressant parce que là, ça nous ramène au comportement humain. Pourquoi les gens se comportent comme ils se comportent ? Parce qu'ils sont membres d'une espèce qui est une structure dissipative. Donc, ils vont, par exemple, il y a deux façons évidentes de capter davantage d'énergie, c'est la natalité, hein, donc on fait des enfants, parce que l'espèce croît, donc aujourd'hui, quand je suis né, on est dans les... On augmente le nombre de transformateurs d'énergie. Depuis que je suis petit, la population a doublé. Hein, les gens ne le savent pas, mais donc on est deux passé fois plus de moins de 4 milliards à l'époque à 8 milliards, plus de 8 milliards aujourd'hui. Donc il y a 2 fois plus d'éléments pour transformer l'énergie. Voilà, donc mécaniquement, l'espèce a doublé sa capacité à capter l'énergie, mais en plus, elle a créé... Elle s'est auto-organisée avec des éléments non biologiques, et ces éléments non biologiques sont aussi des structures dissipatives. C'est-à-dire qu'un moteur est une structure dissipative. C'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'intéresse on prend l'angle de l'énergie pour analyser le monde qui nous entoure, on devient beaucoup moins relativiste par rapport au spécisme ou à l'humanisme, ou au transhumanisme, ou je ne sais pas quoi. Et tout ça est un continuum en fait. Voilà. Si tout est structure dissipative, si les atomes sont des structures dissipatives, les assemblages d'atomes comme les machines sont aussi des structures dissipatives. Nous sommes leurs égaux. Il n'y a pas, dans mon esprit, strict point de vue scientifique, à avoir un jugement moral sur une machine très intelligente. Une étoile ou un être humain. Et voilà. C'est juste une structure dissipative différente. Et si, à moins qu'on soit croyant, alors si on est croyant, là, on ramène la pensée magique dans les débats, je dirais, et à ce moment-là, on s'écarte complètement de ce que je viens de dire, puisque ce que je viens de dire devient presque insupportable, en fait, pour les croyants, puisque ça remet en cause, évidemment, toute on n'a rien d'unique. On n'a rien ça remet en cause, alors, plus que l'unicité, puisqu'effectivement, les structures dissipatives sont imbriquées dans des univers qui eux-mêmes sont imbriqués les uns dans les autres, donc il n'y a pas unicité de l'univers, même observable, même s'il est énorme. Rien ne prouve qu'il soit unique, mais surtout, il n'y a pas de but. Le problème des croyants, c'est qu'ils assignent un but à tout, à l'évolution en tout cas. Alors justement sur le but et au comportement. Je veux pointer un phénomène du doigt qui est vachement intéressant. Donc pour récapituler, genre là tout de suite, là on a 3 phénomènes thermodynamiques, puis a priori il n'y en a pas de 4e, hein, enfin à découvrir si vous voulez, ça peut vous amuser. Le premier c'est la conservation. Ouais. Le deuxième, c'est ce que j'appelle l'entropie croissante, ou la flèche du temps, donc l'irréversibilité des transformations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. Il y a plein de façons de l'énoncer. Le deuxième principe, c'est un peu d'ailleurs la difficulté. Comme c'est très profond, il y a plein de façons de l'exprimer en restant juste, en disant des choses correctes, mais du coup Moi, ce que je dis, c'est que la chaleur qui a été dissipée par la voiture quand elle roule, on peut pas la récupérer pour refaire le litre de carburant. Tu prends un exemple qui est très compliqué. Oui, mais pour rester dans plus compliqué qu'il y paraît. Donc restons. Il faut vraiment choisir ces exemples dans la pédagogie avec les gens. Et c'est pas facile. C'est très difficile en fait de choisir les exemples parce que justement la voiture est un système extrêmement complexe. Un radiateur électrique. Le radiateur électrique est plus simple. Le radiateur électrique, vous avez de l'électricité en input, vous avez de la chaleur en output, et alors pour récupérer la chaleur et refaire le kilowattheure d'électricité, bon courage. Mais en l'occurrence, la chaleur sert juste à un phénomène physique, là encore, qui est l'homéostasie. Alors ça, c'est un concept biologique qui est l'auto-organisation des êtres vivants juste pour se maintenir. Parce qu'ils se maintiennent. Dans le but de capter davantage d'énergie, il faut durer. C'est-à-dire qu'en fait, la structure dissipative s'auto-organise non seulement pour maximiser le flux instantané qu'il reçoit, mais aussi la durée du flux. Puisque c'est aussi finalement la quantité d'énergie qu'elle va être capable de traiter, c'est aussi dans la durée. Si elle le fait juste sur une fraction de seconde, ce n'est pas intéressant. Donc l'homéostasie correspond à cet effort de la structure vivante pour se maintenir ses équilibres biologiques. Vivante. Donc c'est un bon exemple, le radiateur. Donc tout ça pour dire que les structures dissipatives... Et alors ça, c'est le deuxième principe. On ne peut pas aller chercher la chaleur de notre baraque pour refaire des kilowattheures d'électricité. C'est pas possible.
possible, Ouais, avec un taux de perte dans le deuxième absolument principe, phénoménal. On parle pas d'énergie en fait dans le deuxième principe. On parle d'entropie. C'est ça. Donc l'entropie, c'est l'absence le manque d'information, c'est l'incertitude sur l'environnement, l'évolution de l'environnement. Et le troisième principe? Et le troisième principe, donc c'est l'auto-organisation, c'est le principe d'auto-organisation pour maximiser le flux qu'on capte. Et c'est avec tout ça, qui m'intéresse le plus, comme je le disais, parce que ça explique. Ça permet de revisiter l'économie et tous les raisonnements économiques, sachant que si la société s'auto-organise pour maximiser le flux d'énergie, c'est évident que toutes les logiques de sobriété, par exemple, vont être compliquées à implémenter et à faire consensus dans la durée et dans la majorité, parce qu'elles s'opposent à ce principe. C'est pour ça que le nucléaire est tout naturellement la prochaine énergie nécessaire à l'évolution, parce qu'elle est plus dense que les autres. Alors, le nucléaire ne résout pas le problème. Le nucléaire résout le problème de dissiper plus des énergies fossiles que nous utilisons aujourd'hui, c'est-à-dire quand c'est une énergie décarbonée. Donc, dans ce sens-là, c'est intéressant à garder, en tout cas. Même si ça produit des déchets, on pense qu'on saura gérer le problème des déchets avec des lasers, avec la fusion nucléaire surtout, qui nous donnant une source d'énergie sans déchets et quasiment illimitée, hein, la fusion nucléaire qui est quand même à l'horizon maintenant, vu depuis le temps qu'on la cherche et comme elle peut exister en théorie et on sait qu'elle va exister en pratique. Et la fusion nucléaire fournira une telle énergie qu'il sera sans doute possible de traiter le problème des déchets de la fission que nous utilisons aujourd'hui. Donc le problème des déchets est en passe d'être résolu. Donc au moins on a une source d'énergie décarbonée. Plus dense. Et plus abondante. Plus concentrée, évidemment. Voilà. Donc on peut dissiper plus. Quand on a une pénurie de surface cultivable et d'espace, évidemment que c'est intéressant. Tous ceux qui disent le contraire sont, à mon sens, nous ne dirons pas quoi. On va pas les qualifier, mais on voit bien qu'on n'est pas forcément d'accord avec eux. Voilà. Et puis, donc la captation d'énergie, effectivement, va être compliquée à imposer. Mais il y a l'autre aspect que j'évoquais tout à l'heure, c'est la natalité, c'est-à-dire la taille de l'espèce qui sert aussi à maximiser le flux de l'espèce. Et ça, par contre, c'est moins dramatique de dire aux gens, on va peut-être revenir à 4 milliards, on va essayer de se limiter au niveau de la natalité, on va peut-être éviter de faire 15 enfants comme au 19e siècle, parce qu'il y avait de la mortalité à l'époque. Parce que là, je voudrais évoquer un instant la suite de Fibonacci, hein, les mathématiques, donc, qui, comme chacun le sait, croît de manière exponentielle, hein, la suite de Fibonacci. À quoi ça ressemble? Ça fait une espèce d'escargot comme ça. Alors, Fibonacci, c'était un mathématicien du 18e siècle qui l'a trouvé, qui l'a inventé, et il s'est intéressé à la reproduction des lapins, en gros, en théorisant donc que chaque couple de lapins faisait un autre couple de lapins, etc. Sauf que dans son raisonnement, évidemment, c'est une suite mathématique, donc les lapins ne meurent pas. donc, quand les lapins ne meurent pas, on a une croissance exponentielle de la population juste avec cette règle simple, un couple de lapins fait un autre couple de lapins. Donc on se dit, oui, parce que ce que les gens oublient souvent dans les problématiques de natalité, c'est l'allongement de la durée de vie. Parce qu'effectivement, sans faire bouger la natalité, juste si tu allonges la durée de vie, évidemment, la population va augmenter de manière considérable. Donc, si on ajoute les deux, je pense que les gens préfèrent vivre plus longtemps que d'avoir 15 enfants. Parce que si on demande aux gens au début de leur vie, vous préférez vivre jusqu'à 100 ans ou bien avoir 15 enfants Moi, j'ai calé à 2. Hein, donc voilà. Je pense que demander aux gens de se limiter à 2 enfants, c'est pas fou. C'est pas une demande folle. Et c'est la seule qui fait sens quand on regarde les données environnementale. Et Jean Covici, donc, qui parle beaucoup d'environnement, a été tout à fait correct en disant que c'était très difficile d'en parler, de le dire. C'est un sujet assez radioactif. D'ailleurs, lui, c'est bien gardé de le dire courageusement. Il a noyé ça. Il l'a dit dans Le Monde sans fin, mais il l'a noyé dans plein d'autres trucs comme ça. Essayer de faire une thèse sur la réduction de la population, c'est comme essayer de faire une thèse sur les bienfaits du nazisme dans l'ère contemporaine. Je veux dire, là, c'est chaud. C'est compliqué. C'est glissant. On sort toutes les invectives possibles dès qu'on évoque le sujet, parce que c'est un sujet en fait de nature religieuse. C'est-à-dire que là, la pensée magique revient au galop. Toutes les religions veulent avoir beaucoup de fidèles, donc elles préconisent toutes une natalité sans limite. Donc quiconque s'oppose à ces dogmes, évidemment, est qualifié tout de suite de dangereux. De facho. Oui, tout ce que tu peux imaginer. Donc on a une équation pas simple à résoudre du coup, parce que je trouve que étudier la thermodynamique, ça permet de poser le problème. Comme on dit, un problème bien posé est à moitié résolu. Donc moi, je veux juste poser le problème de manière correcte, éviter de le poser en termes de pensée magique, comme c'est le cas aujourd'hui. Ce que j'appelle la pensée magique, hein, c'est pareil, c'est dire faut faire de l'éolien, faut faire du solaire parce que c'est propre, enfin ce genre d'ânerie. Non, il faut
rester factuel, rester dans une démarche scientifique, et à ce moment-là, on peut prendre des bonnes décisions. Sinon, on prend les décisions qu'on voit, comme fermer toutes les centrales tout d'un coup pour allumer des centrales à charbon, ce qui est évidemment pas souhaitable. Et là où je voulais t'emmener, c'est que en fait, quand tu regardes sur le long terme l'évolution des structures dissipatives, eh bien, il y a ce qu'on appelle vulgairement une log périodicité ou une accélération. C'est-à-dire que globalement, plus le temps s'écoule et plus la dissipation par unité augmente. Tu vois, par exemple... Oui, alors ça c'est un autre phénomène effectivement que tu mentionnes, qui est que les phénomènes naturels sont souvent pas linéaires. Sont souvent sur des lois de puissance, effectivement, c'est des lois de puissance. Donc, effectivement, la droite, le linéaire, ça s'observe très peu dans la nature. Même nos perceptions à nous. C'est vraiment ringard, quoi. C'est juste ça que n'existe pas. Ça coïncide pas avec la structure du vivant, en fait. Et même du pas vivant, parce que avant nous, quand tu avais l'univers, les galaxies, tu constates que les structures dissipatives sont de plus en plus efficaces. Avant même le vivant, tu vois. C'est une propriété de l'auto-organisation, c'est qu'effectivement, si tu organises les cellules, les atomes entre eux, t'arrives rapidement sur des phénomènes, effectivement. Et en fait, la grande question, c'est si tu prolonges qu'est-ce qui se passe assez rapidement, tu vois, parce que c'est bien beau les exponentielles, mais ça finit souvent de façon dramatique. Alors, ça, mais tu pointes sur c'est aussi ce que nous dit la thermodynamique et le troisième principe, c'est qu'il y a une logique d'extinction des espèces. C'est-à-dire que les structures dissipatives, en gros, s'auto-organisent jusqu'à une forme de maximum au-delà duquel elles s'éteignent, en fait. Elles explosent, en gros. Comme une étoile, elle finit par... Comme les étoiles explosent, les espèces s'éteignent. Donc, il y a eu des extinctions de masse dans l'histoire de la Terre, déjà, qu'on a pu observer, où tu as des centaines d'espèces, voire des milliers d'espèces qui disparaissent d'un coup, puis ça repart, le vivant repart après, donc ils sont tout organisés sous d'autres formes. Ce sont ce qu'on appelle des fluctuations. Alors, il y a les fluctuations quantiques, hein, tout le monde connaît les fluctuations quantiques, mais ces fluctuations s'observent... Je suis pas sûr, mais admettons. Non, mais c'est inhérent au fonctionnement de l'énergie. En fait, l'énergie ne fonctionne pas de manière linéaire. Là encore, c'est plutôt des fluctuations, des sinusoïdes, des hauts et des bas. Et c'est ce qu'on observe avec le vivant. Donc, l'espèce humaine, par exemple, est évidemment appelée à s'éteindre, ne serait-ce que quand le Soleil va s'éteindre. Mais le Soleil doit s'éteindre dans 4 milliards d'années. Donc, Mais du coup, si tu regardes cette courbe quadratique, ça veut dire que globalement, il y a eu, avant le vivant, il y a eu tout ce qui était éléments chimiques et même minéraux, qui ont... Les plaques tectoniques évoluent beaucoup plus vite que les systèmes, que les galaxies. Tu vois, il y a plus d'énergie, il y a plus de vélocité dans un système, une planète qui est chaude avec des plaques, que dans un univers froid. Et il y a plus de vélocité dans les plantes qui se sont mis à pousser plus vite que les plaques tectoniques se déplacent. Et il y a plus de vélocité dans les animaux que dans les plantes, etc. Donc on voit une accélération comme ça, et à chaque fois, globalement, les structures dissipatives changent de véhicule. Le minéral, le végétal, l'homme est un élément, donc est-ce que tu es en train de nous dire qu'en gros l'homme va s'éteindre à bout d'un moment pour une autre forme de structure dissipative qui lui succédera, qui la remplacera? C'est pas moi qui le dis, c'est écrit, puisque le Soleil doit s'éteindre, donc à moins qu'on trouve une autre galaxie qu'on aille s'installer dessus, ce qui me paraît totalement délirant comme idée, mais effectivement l'espèce est appelée à s'éteindre, et c'est juste une application du troisième principe. J'ai pas d'état d'âme là-dessus, et c'est comme ça que fonctionne l'énergie, et nous sommes de l'énergie dans cette théorie-là. Est-ce que tu as une représentation de l'énergie? Est-ce que tu as une idée d'une structure dissipative plus efficace que les sociétés humaines qui pourrait les remplacer et qui continue cette... Il n'y a pas de notion d'efficacité, puisqu'il n'y a pas de notion de but, il n'y a pas d'objectif en fait. Pas d'efficacité, mais tu vois ce que je veux dire, de dissipation par mètre cube. Je crois qu'il faut le prendre juste comme ces principes qui gouvernent l'énergie, il faut juste les prendre comme des règles du jeu, des règles de fonctionnement, mais je pense qu'on devient tout de suite... on s'écarte d'une démarche scientifique dès lors qu'on donne un but au jeu. On joue pour jouer, en fait. On joue pour s'amuser. J'ai l'impression que l'énergie fonctionne comme ça. Elle a des règles, mais pas forcément pour avoir un but. C'est juste pour exister qu'elle fonctionne comme ça. Et le bonheur qu'on a aujourd'hui en 2023, c'est qu'il y a des gens, des scientifiques qui ont décodé ces règles avant nous. Et je pense que Einstein et Poincaré et Bohr, toute sa bande de potes, c'est des gens quand même incroyables qui ont été d'une puissance intellectuelle juste incroyable et qui ont permis d'arriver à ces conclusions avec Ilya Prigogine donc plus récemment, mais globalement on a maintenant un ensemble de règles de fonctionnement qui est très cohérent
et qui permet d'expliquer beaucoup de choses. Il ne demande d'ailleurs qu'à être mis en question. Ça, c'est le propre de la science. La science, c'est une méthode pour remettre en question la connaissance. Ce n'est pas une accumulation de connaissances. Donc, je suis surtout pas en train de dire que je suis dans un dogme, là. Donc, je suis juste en train de dire qu'il y a une méthode qui marche pour décoder les comportements et le fonctionnement de la société. Et puis après, il y a tout un corpus de pensée, ce que j'appelle moi de la pensée magique, qui en gros... Pardon, mais quand je lis la littérature économique, je vois beaucoup de ça là-dedans, c'est-à-dire des gens qui ont des idées et qui veulent faire coller le réel à leurs idées, ce qui, pour moi, n'a aucun intérêt, et ce qui est même dangereux dès lors qu'on parle d'économie et donc de la vie quotidienne des gens. Et là, maintenant qu'on a posé ce cadre thermodynamique, donc avec premier principe, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Deuxième, l'irréversibilité des transformations. Et le troisième, l'auto-organisation des structures. On peut en arriver à la monnaie. Voilà. Et alors là, on va... Voilà. La monnaie, c'est une information, puisqu'elle est numérique. Quand elle est numérique, c'est une information. Oui, je parle de monnaie numérique. Ici, évidemment, on ne va pas reparler de l'or, parce que ce n'est pas mon sujet, mais l'or est une forme de monnaie, monnaie preuve, mais qui est une monnaie matérielle. Donc là, c'est de l'énergie en tant que masse. Donc il y a de l'énergie nucléaire, il y a l'énergie de la fabrication, etc., de l'extraction. Et effectivement, avec Bitcoin, on a vraiment une information qui, pour la première fois grâce à Bitcoin, était, disons, préservée de la problématique de la copie, du copier-coller. Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, qu'est-ce qui distingue l'énergie de l'information? C'est la possibilité de copier-coller finalement l'information, ce qu'on ne peut pas faire avec l'énergie. Je ne peux pas copier-coller l'électricité qui vient dans cette pièce. Et quelle est la relation entre information et énergie, justement? Alors, l'information... Comment l'information émerge dans le système physique? Voilà. Alors, comment on définit information? Par exemple, la différence entre information et donnée, une donnée brute. L'information, c'est quelque chose qui permet soit d'économiser, soit de libérer de l'énergie. C'est les deux critères qui permettent de dire qu'on a affaire à de l'information. Donc, économiser de l'énergie, je prends souvent l'exemple du GPS qui te permet de trouver ton chemin sans tâtonner, sans faire des détours et sans te perdre. Donc là, tu as bien une information qui t'arrive, qui est duplicable, qu'on peut propager, qui a toutes les caractéristiques d'une information, qui n'est donc pas de l'énergie, et pourtant, elle va te permettre d'économiser de l'énergie. Donc ça la qualifie entièrement comme information, elle a réduit ton entropie étant l'incertitude par rapport à l'évolution de ton environnement, c'est-à-dire le parcours que tu découvres en marchant. Donc on a vraiment là la définition, l'illustration de ce principe que je disais, qu'on aurait donc une structure dissipative, réduit son entropie pour donc économiser de l'énergie ou en capter, mais en gros augmenter le flux qui la traverse. Et comment ça se produit l'information? Alors ça, c'était l'exemple pour définir l'information comme une donnée qui permet d'économiser de l'énergie. Il y a aussi la donnée qui permet de libérer de l'énergie. Et ça, c'est typiquement, par exemple, une invention, quelque chose de nouveau qui arrive. Je prends l'exemple souvent de la charrue. Tu vois, c'est des exemples que j'ai mis longtemps à identifier comme des exemples qui marchent du point de vue pédagogique. Donc l'exemple de la charrue, le gars qui invente la charrue, c'est une information. Avant, personne n'avait eu l'idée de le faire. Il a fait l'objet, donc c'est une information que les autres ont pu copier, etc. Et voilà, cette charrue, elle permet de libérer l'énergie, par exemple, d'un bœuf, des animaux qu'on va pouvoir attacher à la charrue et qui vont, ou même de l'homme qui va pousser. Alors qu'avant, il faisait ça avec une binette, enfin avec une pioche, et c'était très laborieux. Plus fatigant. Donc on a libéré l'énergie d'un agent économique, en l'occurrence l'être humain ou l'animal qui tire la charrue. On exploite mieux l'énergie quand on a de l'information. Alors là, pour le coup, on a libéré de l'énergie, parce qu'avant, il y avait une partie de l'énergie qui était perdue dans des allers-retours, enfin dans une inefficacité. C'est plus efficient, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le côté je libère de l'énergie avec l'information. Donc c'est ça vraiment, la réduction d'entropie, elle sert à ça. Elle sert on s'auto-organise. Donc maintenant, j'ai une charrue, je reçois des informations GPS avec mon téléphone, donc et du coup je peux capter ou libérer de l'énergie, et le flux d'énergie en gros qui passe par la personne en question, le paysan, soit derrière sa charrue, soit derrière sa charrue et son bœuf, il a augmenté. Et comment tu produis l'information à partir d'énergie? Tu vois, quel est Alors le lien? L'information, c'est juste des données qui ont été triées. C'est-à-dire que par exemple le sommeil, on se demande pourquoi les animaux dorment, c'est parce qu'ils captent plein d'informations dans la journée et il faut la trier pour qu'elle passe de la donnée à l'information. Donc ça, c'est le triage, c'est l'auto-organisation. Donc ça fait partie du processus d'auto-organisation. Donc l'information, c'est une émergence du troisième principe?
Alors, c'est le produit même du troisième principe, parce que en fait, en t'auto-organisant, tu exportes de l'entropie, tu réduis ton entropie interne et tu en exportes quelque part, parce que toi-même, parce que l'entropie est relative aussi, contrairement à l'énergie qui se mesure, qui est factuelle. En quantité. Voilà, on mesure l'énergie de manière objective. Par contre, l'entropie est relative à l'observateur. Ça, donc l'information n'a pas la même valeur pour tout le monde. Alors explique ça, l'entropie est relative. Parce que moi, quand j'observe un radiateur, on observe la même chose. Quand on voit la chaleur d'un côté et l'électricité de l'autre. Oui, mais ton l'incertitude que tu as par rapport à ton environnement dépend évidemment de ce que tu veux faire et dans quel environnement tu te trouves et de ce que tu sais déjà. Donc, par exemple si quelqu'un qui par exemple vient à Paris, qui découvre Paris par rapport à un Parisien, son entropie par rapport l'entropie par rapport à son environnement est bien plus grande que pour le Parisien qui connaît la ville. Ok. Ça, c'est un exemple. Donc c'est relatif. L'entropie de Paris pour un Parisien, elle est plus faible que l'entropie pour un touriste. Voilà. Ça, c'est un exemple pour dire l'entropie mesurée par le touriste est plus grande que l'entropie mesurée par le Parisien. Ok. D'accord ? Donc ça, c'est un exemple. Et tu peux le dupliquer sur plein d'autres situations, évidemment. Ça a trait à l'expérience. En gros, plus j'acquiers de l'expérience, plus je me suis auto-organisé, plus j'ai réduit finalement mon entropie par rapport à une tâche. Plus je suis efficace dans la tâche que j'essaie de faire. Voilà, c'est l'expérience d'un artisan, par exemple, dans son atelier. Voilà, c'est là où son entropie va être faible par rapport à une tâche qui arrive. Donc son environnement, c'est une tâche qui arrive, c'est son atelier. Elle va être relativement faible s'il est expérimenté. Si c'est un apprenti qui découvre le métier, il va se dire par où je commence, il va tâtonner, etc. Son entropie va être élevée. D'accord ? Et donc il y a des technologies de réduction de l'entropie. L'apprentissage est une réduction d'entropie qui va permettre d'amener l'apprenti au niveau de l'artisan expérimenté. Et donc ils vont être plus efficients, ils vont pouvoir perdre moins d'énergie et libérer davantage l'énergie. Et cette connaissance, elle se transmet par l'information. Voilà, la connaissance, c'est une accumulation d'informations triées, etc. Et encore une fois, la donnée brute, elle a besoin d'être triée, effectivement. Quand on reçoit une donnée, alors elle se transforme pour la plupart du temps instantanément en information, parce qu'on on est câblé pour ça. C'est là où on transforme les perceptions en informations très, très, de manière instantanée, donc inconsciente. Mais en réalité, ce processus n'est pas immédiat et naturel. Il y a des moments où c'est là le rôle du sommeil, où effectivement on a besoin de trier des informations pour qu'elles deviennent utilisables et qu'elles contribuent à la réduction de notre entropie. Et donc dans le rôle de Bitcoin, je transforme de l'énergie, prends de l'énergie d'un barrage et je transforme en électricité. La monnaie numérique au sens large, et là j'inclus les monnaies traditionnelles, elle réduit l'entropie de la société. Ah oui. Pourquoi ? Parce que ça permet de réduire l'entropie, l'incertitude par exemple sur les prix. Troisième principe. Tout simplement, l'incertitude sur les prix des choses, parce que sinon, comment savoir de quoi je peux disposer ? Finalement, mon environnement est très incertain si je ne sais pas combien valent les choses, par exemple. Du coup, ce que je possède comme monnaie, par exemple, n'a aucun sens si je ne sais pas combien vaut les objets dont j'ai besoin pour travailler. Donc, la monnaie contribue à la réduction d'entropie. Et elle relève du troisième principe. De la thermodynamique. Donc c'est de l'entropie, donc c'est les trois principes. Le deuxième principe en parle, mais il faut prendre les trois principes comme un tout. C'est l'ensemble des règles du jeu. Donc la monnaie s'inscrit complètement dans le réel. Donc elle est gouvernée comme le réel par les trois principes, effectivement. Donc pour réduire l'entropie de la société, il faut effectivement que la monnaie, en l'occurrence dans son rôle de mesure finalement des valeurs d'échange, des objets, elle représente de l'énergie. Elle représente l'énergie. Si je te donne un bitcoin, il faut que ce bitcoin corresponde à la valeur, en gros, de ce que tu me donnes en échange. C'est pareil pour les euros, en fait. Donc elle représente de l'énergie, mais elle n'est pas de l'énergie. Ce n'est pas de l'énergie, l'information n'est pas de l'énergie, mais elle représente de l'énergie. Et la force de Bitcoin, ça a été de dire, donc, maintenant on a une monnaie preuve, parce que la preuve, donc il a fallu de l'énergie pour la créer, elle est attachée de manière irrévocable et vérifiable à la pièce de monnaie. Ouais. Voilà. Donc cette preuve existe avec la pièce de monnaie comme pour la pièce d'or. Donc ça, c'est une preuve d'énergie. Exactement. En fait, c'est pas une proof of work, c'est une proof of energy. Donc il y a une contrepartie énergétique à la création monétaire. Donc je sais que cette monnaie peut être en quantité limitée. Ça ne suffit pas à dire qu'elle est en quantité limitée parce que l'algorithme aurait très bien pu dire
on crée des bitcoins. Il faut une information de manière qui la structure. linéaire et il y en a une infinité à terme. Il faut que terme. l'information la structure correctement. C'est que dans le code, on a mis cette limite de 21. Il faut les deux choses. Souvent, les gens oublient que proof of work et limite de la création monétaire, ça va ensemble. L'un sans l'autre n'a pas de sens. Hein. Si je suis comme Ethereum en ce moment en proof of stake, donc sans contrepartie énergétique, et que je dis qu'il y a une quantité limitée, ça n'a aucun sens parce que on peut dupliquer le réseau Ethereum. Si je suis un staker d'Ethereum, je peux être un staker de toutes les autres monnaies POS pratiquement. Il n'y a pas de limite matérielle à ça. Oui, il suffit de vendre son Ether et puis de le... Non, et puis même, il suffit de recevoir les airdrops et tout ce que tu veux. Enfin, tu peux emprunter même. Enfin, tout est possible. Il n'y a aucun investissement réel, matériel à faire pour staker toutes ces monnaies. Donc, elles ne sont pas en quantité limitée, en vrai, puisqu'il n'y a pas de limite matérielle. C'est une limite consensuelle. C'est ça, c'est juste une limite d'adoption. C'est une convention entre nous. On se dit, allez, on en fera pas plus. Adopter autant... Tous ces réseaux POS peuvent être adoptés en parallèle. Alors que dans le cas de la preuve de travail avec Bitcoin, il ne peut y en avoir qu'un. Mon matériel, je dois l'allouer au minage d'une monnaie et pas d'une autre. Quand il mine sur une monnaie, il ne mine pas sur une autre. Il y a la petite nuance du merge mining dont on peut parler quand même. Merge mining. Le merge mining, c'est-à-dire la possibilité de faire tourner une chaîne avec le minage d'une autre. Donc ça, c'est un vieux concept des années... C'est aussi vieux que ce concept de proof of work, le merge mining. On en parlait déjà sur Bitcoin Talk en 2011. Mais ça ne remet pas en cause la rareté de Bitcoin. C'est-à-dire que tu fais du merge mining pour une autre chaîne, mais en l'occurrence, ça ne change en rien la quantité de C'est-à-dire Bitcoin. que tu utilises tes machines de temps en temps pour miner autre chose, c'est ça? C'est-à-dire que tu peux utiliser la preuve de travail produite sur le réseau Bitcoin comme ancrage pour ancrer des blocs que tu crées dans une autre chaîne. C'est des L2 quoi. C'est un hybride, ouais. Mais ça ne remet pas en question la rareté des bitcoins en tout cas. Donc, tu fais des L2 qui viennent s'ancrer dans Bitcoin. En tout cas, tu fais pas des bitcoins. Voilà. Donc c'est pas grave. Donc tout ça pour dire que ce concept de rareté, qu'est-ce que c'est que alors la valeur, donc la monnaie et la valeur, ça pose la question de la valeur parce qu'on parle beaucoup de valeur intrinsèque. Bon, évidemment, valeur intrinsèque, ça n'existe pas. Tout est relatif. C'est comme l'entropie. On a dit que c'était relatif à l'observateur. Donc la valeur est relative à l'observateur, par définition, puisque la monnaie numérique c'est de l'information, sa valeur est relative, puisque l'entropie est relative à l'observateur. Tu avais retweeté d'ailleurs quelque chose là-dessus avec une vieille bagnole poussiéreuse. Dire que la monnaie, il n'y a pas de valeur intrinsèque, c'est un concept thermodynamique, c'est pas une opinion de Pierre Noza, c'est que les gens qui disent qu'il y a une valeur intrinsèque ne connaissent pas la thermodynamique et ne connaissent pas le concept d'entropie. Donc je les invite Entropie relative. L'entropie est relative par définition. C'est comme la voiture toute poussiéreuse, tu avais retweeté, le ferrailleur il en donne 3000 balles et le collectionneur il en donne 3 millions. Quoi. Parce que je sais plus quel est. Là encore, le choix des exemples doit être fait. C'est une voiture qui prend la poussière dans le garage et en fait. Je prends souvent, moi l'exemple que je prends, c'est pas celui de la voiture, c'est celui de la maison. C'est-à-dire que la maison qui est qui a un endroit où tu veux construire quelque chose d'autre, elle a une valeur négative. Elle a une valeur négative en fait, parce que c'est le terrain qui t'intéresse. La maison, elle doit être démolie, elle gêne. En fait. Donc elle a une valeur négative. C'est pire. Ouais, alors que les gens vont t'expliquer, ouais, mais une maison, ça a une valeur intrinsèque parce que tu peux habiter dedans. Non, elle n'a pas de valeur intrinsèque. Parce qu'il y a une autoroute qui passe. Mais ça dépend de l'observateur. Si tu as des squatteurs qui n'ont pas de logement, pour eux, la maison, elle a une valeur. Et d'ailleurs, ils vont la squatter s'ils peuvent. Par contre, celui qui veut construire une autoroute, il est un autre observateur. Il veut passer là avec son autoroute. Lui, il veut détruire la maison. Et ça, c'est l'entropie. Donc, c'est l'absence de valeur intrinsèque. C'est-à-dire que ça dépend de l'observateur. Donc, à partir du moment où tu dis que la valeur dépend de l'observateur, on ne peut plus parler de valeur intrinsèque. Évidemment. Ouais, comme l'entropie, elle dépend de... Voilà, exact, puisque c'est de l'information. C'est ça. Donc la valeur, c'est quoi en termes énergétiques? C'est ça où ça devient intéressant. En fait, en réfléchissant à cette problématique qui est pas simple, je suis arrivé à la conclusion que la valeur, c'était à la fois l'énergie qu'il faut pour obtenir le bien en question dont on parle, et son utilité, c'est-à-dire l'énergie qui permet de libérer ou d'économiser. Ça nous ramène au concept d'usage. Qu'est-ce que une information? C'est quelque chose qui permet de libérer ou d'économiser de l'énergie. Un objet en général, il tire sa valeur de deux choses. Ce que j'appelle la rareté, donc c'est l'énergie qu'il faut pour le fabriquer, en gros, l'obtenir, le fabriquer, et son utilité, c'est-à-dire quelle énergie permet d'économiser ou de libérer. Donc on retombe sur quelque chose qu'on a déjà évoqué avec l'information, mais là on parle de Bitcoin n'est pas de l'énergie, mais représente de l'énergie dépensée, et à ce titre, il autorise justement... Alors en l'occurrence, une monnaie a une valeur à partir du moment où elle permet d'économiser de l'énergie, par exemple la logistique du troc.
la monnaie, par définition de la monnaie, permet d'éviter la logistique du troc, la fameuse coïncidence des besoins. Il faut que je t'amène un truc dont tu as besoin au même moment, etc. Ça a un coût. Amène-moi un bœuf, je t'amène 2 moutons. Cette énergie-là, qui est phénoménale, quand on pense au troc, si on devait remplacer, faire sans monnaie, ce serait évidemment un truc énorme. Ce serait une régression de folie. Ce serait une régression énorme des échanges. Cette énergie-là, elle est soit économisée, soit libérée, parce qu'il y a des échanges qui ne se feraient pas. Donc il y a un échange d'énergie qui se fait grâce à la monnaie. Donc ça, c'est la valeur de la monnaie. Mais cette valeur, évidemment, elle est relative. Comme on a dit, la valeur est relative. Elle est relative. Est-ce que je suis utilisateur de cette monnaie ou pas ? Et pour des raisons qui m'appartiennent, je préfère utiliser telle autre monnaie, etc. Donc cette valeur est relative. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est liée toujours à cette notion d'énergie libérée ou d'énergie économisée. Mais dans quel but ? Puisque chacun, là pour le coup, autant la structure dissipative, l'espèce n'a pas forcément un but. Par contre, l'individu, lui, il en a un. Il peut en avoir un. Et ça, c'est comme si tu vas voir un indigène dans une forêt primaire qui a jamais vu une société moderne, tu te pointes avec ton téléphone en disant j'ai 100 bitcoins. Il va faire Voilà, lui il va peut-être préférer les coquillages. Parce que ça a été utilisé comme monnaie aussi, et pourquoi pas. Et donc on voit bien que la valeur est relative. Et puis de toute façon, la relativité en physique, c'est un principe très important qu'on retrouve pas que dans l'entropie. Je veux dire, Einstein est un grand fan de la relativité. Oui, la relativité, c'est simplement dire... C'est dans la nature. Quand on mesure un phénomène ou quand on observe un phénomène, il faut toujours se demander dans quel référentiel on l'observe. C'est juste ça la relativité. Donc le référentiel d'un observateur n'est pas le même que celui d'un autre. Et du coup, Bitcoin est ancré dans la valeur énergie. Exactement. Et c'est en cela qu'il a le plus haut degré de confiance. Et avec ce que je voulais te dire, c'est assez marrant parce que philosophiquement, il peut y avoir qu'une seule monnaie en proof of work. Parce que tu as une puissance de minage, qui donc c'est une machine à transformer de l'énergie en Bitcoin. Voilà. Et techniquement, s'il y a une chaîne concurrente, si tu forques Bitcoin, en fait, il est complètement attaquable. Alors, c'est une très bonne question. Sans parler, c'est pas les modèles d'ASIC, ça peut être des grades, mais je veux dire, purement, de façon pure, c'est de la mise en œuvre d'énergie, donc t'es cuit, quoi. Et je me suis demandé effectivement pourquoi il ne pouvait y en avoir qu'une, parce que comme toi, j'observe qu'il n'y en a qu'une très majoritairement et que les autres ne peuvent pas. Alors pourquoi elles ne peuvent pas émerger sur le plan même théorique, non seulement pratique, parce qu'on l'observe, mais sur le plan théorique. Et c'est intéressant, c'est que en fait, le protocole Bitcoin oriente les mineurs vers des surplus d'énergie. Or, un surplus se définit par l'absence de demande. Oui. D'accord ? Or, si tu as une concurrence de plusieurs chaînes pour ces surplus, donc c'est une chaîne qui se positionnera en proof of work, elle irait pour la même raison chercher des surplus, puisqu'il faut payer de l'énergie la moins chère possible, évidemment. Et c'est des surplus que Bitcoin n'exploite pas. Donc, si ces deux chaînes sont en concurrence pour des surplus, ce ne sont plus des surplus, puisqu'elles sont en concurrence. Donc c'est quasiment tautologique, ça fait disparaître même la notion de surplus. Il y avait une concurrence des monnaies proof of work. Et du coup, c'est la chaîne la plus grosse qui l'emporte. Ce qui veut dire que cette concurrence ne peut pas exister sur le plan théorique, ce qui veut dire qu'il n'y en a qu'une et qui va chercher les surplus, qui est un peu ce qu'on appelle l'acheteur de dernier ressort de l'énergie. Et pourquoi ? L'autre raison philosophique pour laquelle il n'y en a qu'une, c'est que l'énergie est une valeur universelle. C'est-à-dire qu'en fait, l'énergie, où qu'elle soit sur la planète, c'est de l'énergie. Et c'est une notion qui n'est pas liée à une géographie ou à un environnement. C'est une notion supérieure, en fait. C'est d'ailleurs tellement supérieure que certains... C'est pour ça qu'il y a des croyants qui... En fait, quand ils parlent de Dieu, tu as l'impression qu'ils parlent de l'énergie. Ouais, voilà. Non, mais c'est ça, parce que Dieu est invisible, omnipotent. Il y a des caractéristiques qui sont similaires avec l'énergie. Donc, quand tu entends des croyants, tu remplaces le mot Dieu par énergie. Ça marche. Donc, c'est dire... Il y a un cas où tu peux avoir plusieurs, ce que j'appelle les monnaies confiance, du coup, parce que c'est les monnaies énergétiques. C'est quand tu ségrègues des espaces. Par exemple, tu prends la prison. En prison, en admettant qu'ils n'aient pas le droit d'avoir de téléphone et machin, et pas d'or, c'est la clope. Parce qu'en réalité, le seul moyen que tu as de matérialiser de l'énergie, c'est les clopes. Parce que les clopes, c'est autorisé. Ah non, mais il y a pas. Et du coup, t'as un petit espace. Première. Oui, mais là, on est sur une monnaie matière première, c'est différent. Oui, mais en fait, t'as une proof of work. Non, mais dans la clope, t'as une proof of work. Pour avoir une cigarette, il a fallu. Exactement. Mais comme t'as pas le droit à l'or et t'as pas le droit au Bitcoin. Là, je dirais que l'exemple que tu prends, pour moi, la cigarette est plutôt le substitut à une pièce d'or dans la prison, pas à Bitcoin. S'ils avaient des téléphones, après, ils disent Bitcoin. Bitcoin, c'est sur un réseau il peut y avoir une ségrégation. Tu peux interdire l'accès à un réseau. C'est ça. Et en prison, a priori, t'as pas le droit à Internet. Oui, mais c'est autre chose. Et comme t'as pas le droit à l'or. Ouais. Mais t'as le droit à la clope.
Donc du coup, mais tu pourrais la proof of work de la prison, monétairement parlant, c'est la cigarette. Donc tu peux avoir des monnaies confiance dans des espaces-temps qui sont détachés. Moi je parlais juste de la voilà. monnaie numérique en tant que aller chercher des surplus d'électricité, ce qui n'est pas le cas de la cigarette. Donc il n'y a pas de concurrence. Dans des espaces homogènes, c'est-à-dire qu'on est tous en concurrence. Oui, alors je dirais qu'il n'y a pas que la prison, il y a plein d'endroits où tu peux avoir besoin d'utiliser une monnaie matière première. Comme les Bushman par exemple. Il y a plein de circonstances où tu peux faire une forme de troc même, pourquoi pas. Ça n'exclut pas le troc, le fait d'avoir de la monnaie n'exclut pas le troc. Dès que tu connectes en fait les espaces-temps de chacun, et ben du coup, ça disparaît quoi. L'or, et c'est pour ça que je pense que l'or va s'effacer vis-à-vis de Bitcoin, parce qu'aujourd'hui les deux sont en concurrence. Alors, et du coup, on va prendre le plus efficient. Et je pense surtout qu'il y a une problématique environnementale que les gens ne voient pas clairement, visiblement, puisqu'on est obligé d'en parler de manière répétée, et que les banques centrales, je crois qu'il y a 2400 tonnes d'or à la banque centrale française, et pourtant ils ont l'air très préoccupés par l'environnement. Oula, beaucoup moins, je crois. 2400, tu me parais bien optimiste. Non, c'est le dernier chiffre que j'ai vu, ça doit être à peu près ça. En la France Banque de France, ouais. Mais peu importe, il y a d'autres pays qui ont à peu près la même quantité. Mais toutes ces banques centrales ont l'air très très inquiètes par rapport à l'environnement, et visiblement, elles n'ont pas percuté que l'or qu'elles détiennent est une catastrophe environnementale. Une fois qu'il est là, il fait plus rien. Alors non, justement, parce que ça, en fait, ils maintiennent. Il y a tout le système. Ils entretiennent la valeur du. Et donc il y a de l'extraction sauvage de leur paillage, etc. en Amazonie. Donc c'est extrêmement nocif ce qu'ils font avec l'environnement et leur stock d'or. Donc le fait de passer à Bitcoin serait déjà, du point de vue environnemental, un gros progrès. C'est pour ça qu'il va gagner en fait. C'est parce qu'il est plus efficient dans les transactions. Je pense que les nouvelles générations n'accepteront pas ce que nous imposent aujourd'hui les banques centrales, qui sont dirigées par, excuse-moi, des boomers de ma génération et pas de la tienne, mais des boomers avec lesquels j'ai jamais été d'accord, même si c'est des gens de ma génération. Donc effectivement, la nouvelle génération n'acceptera pas que l'or soit l'étalon énergétique, et c'est Bitcoin ça c'est ce qu'a prédit c'est le livre de Amos, donc l'étalon Bitcoin. Je pense qu'effectivement Bitcoin va tranquillement dans les prochaines décennies s'imposer comme l'acheteur d'énergie de dernier ressort. C'est comme si on autorisait l'or dans les prisons. Tu prends une prison, tu dis maintenant on autorise l'or, il y a plus de clubs quoi. Enfin, ils les fument, mais voilà, il y a la cigarette perd sa comparaison de monnaie. Je suis pas convaincu que l'exemple de la prison, de la cigarette et de l'or soit bon, mais je pense tu m'as compris, et ceux qui nous écoutent ont compris que effectivement le Bitcoin est une alternative plus propre. Le minage Bitcoin est bien plus propre et même vertueux du point de vue environnemental, puisqu'on monétise des surplus qui ne concernent donc que des renouvelables, parce que je rappelle que les surplus ne concernent que des flux non pilotables. Il n'y a pas de surplus si on peut stocker. Donc, et on a bien conscience que les batteries ne sont pas la solution, puisqu'il faut, je rappelle que pour faire une batterie, alors je vais prendre l'exemple. Je vais prendre un exemple, une Tesla, je crois que la batterie elle fait 450 kilos, et il faut de mémoire, il faut plus de 200 tonnes de minerais pour extraire les métaux qui permettent de construire la batterie. 200 tonnes de terre brassée. Quand je dis de minerais, c'est d'extraction de matière extraite. Donc ça fait donc quelques on mètres voit cubes, bien quoi. que c'est pas la solution, ça passe pas à l'échelle comme on dit. Donc là-dessus encore, il faut faire beaucoup d'éducation. Et l'or, le même problème, tu dis que la plupart de l'or a été extrait, justement, comme la plupart de l'or facile à extraire a été extrait, maintenant on est sur des rendements d'extraction. Donc ça veut dire que pour un gramme d'or, il faut extraire encore plus de minerais qu'avant. Donc non, on a un vrai sujet d'extraction des minerais pour l'environnement, à mesure que la planète a de moins en moins de plus en plus d'habitants, et qu'elle n'est pas extensible. Donc en fait, la rareté s'ancre à la fois dans l'information et dans l'énergie dépensée. C'est ça, c'est-à-dire que la rareté peut apparaître dans l'information avec Bitcoin, puisqu'on a maintenant une information qui est attachée à une preuve d'énergie, mais fondamentalement, la rareté, c'est de l'énergie. La rareté, c'est vraiment lié à de l'énergie. Il se trouve que Bitcoin a fait le tour de force, disons, d'être une information qui se comporte aussi proche que possible de l'énergie, de manière asymptotiquement proche de l'énergie. Elle s'en rapproche au plus près, mais elle n'est toujours pas de l'énergie. On peut toujours copier un Bitcoin si on veut. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas utiliser la copie. C'est juste ça. Et puis, c'est ce tour de force-là avec un Bitcoin, si tu n'as pas les marchés financiers, le Bitcoin ne restitue pas l'énergie.
Alors, les pour marchés restituer financiers ne l'énergie. sont qu'un symptôme du troisième principe, c'est de l'auto-organisation, les marchés financiers, ce que tu appelles les Oui, mais ce marchés. que je veux dire, c'est que quand tu as un bitcoin, tu as dépensé de l'énergie. Si tu veux lui faire restituer de l'énergie, il te faut les marchés financiers pour acheter un baril de pétrole, une voiture, un machin, un truc. Auquel cas, tu restitues, le bitcoin libère l'énergie, quoi. Oui, mais ça, là, tu parles en général de la monnaie, c'est vrai C'est pour ça. toutes les monnaies, C'est c'est ça. pas propre à Bitcoin. Ça. Et par contre, ce qui est assez fantastique, c'est qu'après, il y a eu l'émergence des monnaies fiat, où là, on a un système différent de préemption de Oui, l'énergie exactement. future. Et ça, c'est cool. Bah, c'est Et cool, ça, c'est tellement cool que c'est devenu un peu une drogue pour les États, parce qu'effectivement, c'est magique. Tu peux monétiser une énergie qui n'est pas encore là, que personne. Donc, on t'a juste promis de l'énergie, on t'a dit, ouais, je vais rembourser. Donc, une partie de mon travail va aller dans ces remboursements. Et donc, on crée de la monnaie comme ça pour toi, juste sur une promesse. C'est quand même génial. Donc, je vais pas dire que ça doit pas exister ou que ça n'existera plus. Non, ça existera toujours. Il y a toujours. Là où quelqu'un peut faire une promesse, il y aura toujours quelqu'un pour croire à la promesse. Hein. Donc, il n'y a pas de Et sujet souvent, là-dessus. ça marche en plus. Et ça marche la plupart du temps. Le problème que ça pose n'est pas ça. Le problème que ça pose, c'est la tentation, effectivement, de promettre toujours plus. Évidemment. Voilà. Et donc, il y a toujours des moments où on promet trop. Et on est dans une situation aujourd'hui où on a trop promis et on sait qu'on ne pourra pas rembourser. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que la promesse, normalement, la contrepartie de la promesse, c'est la faillite. C'est-à-dire que je te prête, Voilà, c'est ce qui mais s'est passé pour je te prête en créant, mais si tu ne me rends pas, je dois détruire ma monnaie en contrepartie. Le problème, en fait, oui, le problème auquel on arrive sur la monnaie en question, c'est que on a des acteurs qui eux sont immortels, effectivement. C'est-à-dire que comme les lapins de Fibonacci, les États ne meurent pas. Donc effectivement, ils peuvent dire. On croit qu'ils ne meurent pas. Ouais. On fait l'hypothèse. Ils se transforment, mais ils ne meurent pas. C'est exactement comme les lapins. On fait l'hypothèse. Voilà, en tout cas, c'est l'hypothèse courante et qui marche, qui est vérifiable, assez vérifiable. En tout cas, ils font faillite, ils font défaut. Même les États-Unis, en 71, ils ont fait défaut sur leur dette en or, mais ils sont toujours là. Donc, on peut toujours espérer qu'ils vont rembourser, et ils peuvent se contenter de rembourser les intérêts. Du coup. Et c'est ce qu'ils font d'ailleurs. En gros, ils disent le chiffre de la dette, c'est pas très grave, parce qu'on a une éternité pour la dérivée rembourser. Suffit. Il suffit de rembourser. Tant qu'on rembourse les intérêts, c'est bon, on n'est pas en défaut. Ce qui est un peu un abus de langage, parce qu'en fait, le défaut, c'est de pas être capable de rembourser le principal quand même jusqu'à nouvel ordre. C'est pas juste dire je pourrais vous rembourser les intérêts, parce que si on fait ce raisonnement, moi, je peux m'endetter beaucoup plus que ce que j'ai emprunté. Mais comme je ne suis pas immortel comme l'État... Tu sais qu'en Suisse, on le fait pour les gens. Hein. En Suisse, le marché immobilier en Suisse, tu payes 35% du capital de ta maison. Donc en gros, tu es propriétaire à 35%, je simplifie, au bout de 15 ans quand tu as remboursé. Et ensuite, les 65% restants, tu payes que les intérêts. Ils ont un système immobilier où tu roules la dette perpétuelle. Donc, et quand tes enfants héritent, ils héritent de 35% de la maison et du crédit. Enfin, tu vois, donc ils n'ont pas 100%. Non, ils sont pas complètement frappadingues, mais... Non, mais c'est juste un montage. Mais le problème, c'est que plus tu diminues la part remboursée, plus tu exploses le prix. Donc si tu es à zéro, ça veut dire que tu as un endettement infini. Bien sûr. Et alors là, les infinis, ça pose des problèmes. Il y a plein de méthodes. Il y a aussi les bails amphithéotiques, comme à Londres, etc. Donc l'immobilier est un trésor pour tous les gens qui veulent faire de la finance et comment le financer. Mais ce qu'on était en train de dire, c'est que effectivement, les problèmes de la monnaie promesse, que j'appelle la monnaie promesse, c'est que les promesses sont faites pour ceux qui n'engagent que ceux qui y croient. Donc au bout d'un moment, on nous demande de croire que cette dette, la taille de cette dette finalement n'a pas d'importance. Oui, mais tu as une violation de l'état de droit quand même. Non, mais surtout le fait que quand on nous dit que la taille de la dette n'a pas d'importance, c'est vrai du point de vue du remboursement parce qu'il continue à payer les intérêts. Mais le problème, c'est que ça augmente la fragilité. Non, mais ça dilue la monnaie. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, si un euro qui circulait il y a 10 ans et maintenant il y en a 2 fois plus d'euros qui circulent, la valeur des choses, évidemment, elle est constante, donc ça veut dire que leur prix a doublé. Mais en fait, tu sais, alors, et on a sauté une petite étape avant d'arriver à l'État, c'est que normalement, une banque, que si je suis la banque, je te prête, tu me rembourses pas, je dois détruire ce que tu ne m'as pas remboursé de mon capital.
Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, c'est pour ça qu'il y a des faillites bancaires. En théorie, il devrait y avoir des faillites bancaires. Et comme on n'a pas assumé ces faillites-là, l'État s'est dit non mais vous inquiétez pas les gars, je suis immortel, je prends un machin. C'est ça. Et alors là, c'est la fête anonyme. Là, il y a le prêteur de dernier ressort. Donc effectivement, la Banque centrale est là pour être le prêteur de dernier ressort et pallier à tous les problèmes de liquidité. En théorie, ouais, mais elle n'est pas censée pallier les problèmes de solvabilité. Et elle a largement outrepassé toutes les règles. Voilà, c'est tout le problème. Quand on a un pouvoir, donc en l'occurrence pouvoir de création monétaire illimité, l'expérience montre que les humains ont tendance à abuser. La corruption arrive vite derrière. Non, mais sans parler de corruption, les gens ont tendance à abuser de ce pouvoir. C'est ça. Donc, c'est la corruption dans le sens systémique. Ça a des effets pervers extrêmement puissants parce qu'en fait, ça encourage par exemple l'État-providence, le fameux État-providence, c'est-à-dire en gros vivre au-dessus de ses moyens. Le fameux multiplicateur keynésien. Et donc la société de consommation. Donc quand les gens, c'est assez marrant d'entendre les gens accuser le capitalisme de tous les maux, alors qu'en fait c'est plutôt l'État-providence, donc une approche un peu socialiste, je dirais collectiviste, qui est à la cause de cette création monétaire illimitée et de la société de consommation qu'elle permet d'alimenter. Si on avait que le capitalisme familial, qui est pour moi l'idéal économique, m'étonne pas. Le capitalisme à taille humaine, c'est-à-dire en interdisant aux entreprises de dépasser une certaine taille, parce qu'effectivement la taille d'une entreprise n'est que le reflet d'un problème d'inégalité de financement. Il n'y a aucune raison qu'une entreprise devienne 1000 fois plus grande que les autres et détruisent surtout toute sa compétition juste par l'endettement en fait, parce qu'ils ont été capables d'emprunter davantage que les autres, donc d'investir davantage, et donc ils ont pu faire disparaître la concurrence. Ça c'est aussi le résultat de la création monétaire illimitée. Elle fausse les règles du capitalisme puisque l'accès au capital n'est plus équitable et n'est plus gouverné par la main invisible du marché, mais par des gens, des banquiers en l'occurrence, qui accordent des prêts ou pas à tel. Donc ce qu'on appelle le capitalisme de connivence. Donc je pense que toutes les accusations systémiques qui sont faites au capitalisme, en fait, ça se trompe de cible, puisque ce qu'il faut accuser, c'est le capitalisme de connivence et la création monétaire illimitée, qui sont les deux vrais fléaux qui empêchent la société qui créent les inégalités. Alors quand je vois des économistes préconiser l'impôt pour tout régler, comme tout les gars de la Sorbonne là. On va, oui, je ne vais même pas les citer parce que ça m'énerve tellement d'entendre ça, mais qui pensent que grâce à l'impôt on va réduire les inégalités. Non, il n'y a aucune chance qu'on réduise. Alors pour faire l'avocat du diable quand même, faut toujours dire à quoi sert cette capacité à faire du levier. Si tu imagines deux pays en compétition, tu vois, ils sont sur le même espace-temps, ils sont sur le même espace géographique. S'il y en a un qui a accès au levier de la monnaie fiat, c'est-à-dire de gager le futur pour faire plus vite, et qu'il ne se trompe pas en disant le futur il est là, il est sur la révolution scientifique par exemple, on va faire des usines à charbon pour faire des usines tout court, eh bien celui qui a accès à l'emprunt, il va aller beaucoup plus vite, il va prendre le marché et celui qui est derrière n'y aura pas accès. Alors là, ce que tu imagines, c'est qu'il va pouvoir emprunter ailleurs que sur sa propre population. C'est-à-dire qu'en gros, il va s'adresser à une sorte de banque mondiale. Et ce que tu dis, ils sont en compétition dans un même espace économique. Donc celui qui est capable d'emprunter... C'est le problème du marché des capitaux. Alors effectivement, il ne devrait pas y avoir de marché des capitaux. On enlève. Non, mais c'est le contraire du capitalisme en fait. Parce que du coup, le capitalisme, c'est les marchands, c'est les biens et les services. C'est pas les capitaux. Ah si, aussi, les capitaux. Les capitaux, si c'est de l'argent magique, non. Tant que c'était de l'or, ça allait, ça pouvait marcher. Mais à partir du moment où on fait de l'argent magique et que cette création monétaire peut être, encore une fois, tu peux très bien avoir un pays vertueux et un autre qui ne l'est pas. Et celui qui fait d'énergie fossile, par exemple, peut recevoir des prêts que l'autre n'aura pas. Donc ce que tu décris est en fait un cauchemar. C'est la compétition entre les États. Si elle n'est pas faite avec les ressources de chacun de ces États, elle peut aboutir à un gouvernement du monde qui soit totalement dystopique et qui prenne des très mauvaises décisions. Jusqu'à ce que le gars fasse le mauvais pari. C'est-à-dire que typiquement les États-Unis... Il n'y a pas de sanction. Si c'est une entité supérieure supranationale, il n'y a plus de sanction. Le problème, c'est le moment où tu ne peux pas rembourser en fait. Et si tu te trompes de pari... Si c'est de l'argent magique, il n'y a aucun problème. Non, il y a un vrai sujet. Aujourd'hui, on a un vrai problème d'argent magique. Si tout le monde utilise l'argent magique, très bien, mais c'est l'épuisement des ressources qu'on observe. Enfin, moi, je suis juste là pour dire où est l'origine des problèmes. Je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent penser. Je pense qu'une fois que les gens ont compris ça,
naturellement, ils vont s'orienter vers les bonnes solutions. Mais clairement, l'argent magique aujourd'hui est la cause des problèmes qu'on observe, aussi bien la concurrence des États pour des ressources. Alors, la concurrence des États pour des ressources de plus en plus rares, ça nous ramène au problème de la natalité. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des problèmes. Il y en a qui disent que l'histoire, c'est de la démographie. Hein. Bon, d'autres disent que l'histoire, c'est de la géographie. Mais maintenant, on dit que l'histoire, c'est de la démographie. Donc, effectivement, le problème, c'est là où la structure dissipative, l'espèce en tant que structure dissipative, se comporte vraiment comme une structure dissipative. C'est qu'effectivement, chaque État va vouloir dominer les autres, non seulement sur le plan technologique, c'est-à-dire la maîtrise de l'énergie, mais aussi sur le nombre de ses représentants, donc la natalité. Donc alors là-dessus, tout ça est très compliqué. Il y a une grosse variable qui je trouve, a beaucoup simplifié, entre guillemets, la lecture du monde, c'est l'explosion des pipes de Nord Stream et la rupture des relations entre l'Europe et la Russie, puisqu'en fait, il y avait tout un flux énergétique qui allait de la Russie vers l'Europe. Et en fait, pour des raisons bonnes ou mauvaises, m'en fiche, c'est pas mon propos, l'Europe s'est coupée de ce flux-là. Et du coup, là où on se demandait, ah bah tiens, on a un problème de supply en pétrole fondamental, qui va en avoir? Bah on a répondu à cette question l'année dernière, pas nous. Et du coup, ces flux sont en train de se réorienter vers l'Inde et la Chine. C'est les gaz russes, oui, bah ça c'est les... Et le pétrole et matières premières. C'est-à-dire qu'on a fait un gros coup, c'est le 3e gisement au monde, c'est la Russie. Oui. Et du coup, en fait, on s'est désigné volontairement et avec beaucoup d'entrain comme le gars qui allait faire acte de sobriété pour les Indiens, les pays angstans, la Turquie, la Chine. Donc en fait, ce problème de supply pétrolière, en clivant le monde en blocs, et ben en réalité, on a dit, ok, bah s'il n'y a pas assez de croissance pour tout le monde, on va donner la croissance aux pays des gars d'en face, et nous, on va faire du coup un cliff beaucoup plus grand et beaucoup plus rapide. Donc, je suis pas sûr que ce soit l'Europe toute seule. Je suis pas sûr que ce soit l'Europe qui ait dynamité Nord Stream. Non, mais peu importe. Mais je veux dire la conséquence de ça. Non, mais la conséquence de ça. Le crime. Oui, non, mais c'est les Américains qui le fait sauter. Mais je veux dire la conséquence de ça, peu importe bien ou pas bien, mais c'est que l'Europe du coup se coupe un bras pour que les gars d'en face puissent avoir plus d'énergie pendant encore longtemps. Oui, alors la question que tu poses, là, c'est plus des questions de gouvernance. Là, on s'écarte un peu du sujet de l'énergie parce qu'effectivement, moi, mon propos, c'est juste de dire, analysons les phénomènes avec ces 3 principes de l'énergie, comme ça, on les comprend. Après, les solutions, elles passent par des gouvernances, en effet. Et là, c'est un autre débat. Là, c'est plus mon sujet parce que ça m'intéresse pas, en fait, les discussions sur la gouvernance. Est-ce que c'est l'échelon local, les nations? Est-ce que c'est un échelon continental avec des institutions européennes? J'ai mon avis là-dessus, mais il n'intéresse pas. Après, c'est de l'auto-organisation de la structure dissipative, en l'occurrence, qui s'auto-organise comme ça aussi. Elle va avoir tendance à s'organiser pour maximiser le flux d'énergie. Donc, ça veut dire plein de choses, effectivement, en termes de gouvernance aussi. Mais si la gouvernance est déjà consciente des 3 principes, je pense qu'on a fait un pas en avant. C'est pas gagné quand même. C'est pas gagné, mais il faut aller vers ça. Du coup, malheureusement, on va arriver à la fin. On va parler un peu de Pemium. Est-ce que tu as des actualités sur Pemium ? Eh bien oui, on travaille sur une V2 de la plateforme depuis maintenant longtemps et elle va sortir cette année, donc dans les prochaines semaines maintenant. J'ai pas de date précise à donner aujourd'hui, mais on est vraiment... et qu'est-ce qu'elle va faire en plus ? Eh ben, elle va tout simplement unifier dans une seule plateforme les différents carnets d'ordre pour les différentes paires qu'on va proposer à nos clients. Aujourd'hui, on est sur une paire Bitcoin-Euro seul et sur du brokerage pour les autres monnaies Ethereum et token. Et avec cette nouvelle plateforme, on aura des marchés donc spot pour ces autres monnaies aussi. Donc ce sera la grande avancée. Donc c'est plus de liquidité ? Alors la liquidité, c'est une autre problématique, elle n'est pas technologique là pour le coup. La liquidité, c'est une problématique financière, mais on travaille sur tous les fronts. Oui, ça fera partie ça fait partie des challenges qu'on est en train de résoudre en ce moment. Et du coup, c'est quoi les échéances à peu près pour aller voir Alors ce sera pour la rentrée, je pense maintenant, parce que la rentrée, on est en mois de mai là, c'est ça ? Oui, donc c'est septembre. D'accord. Donc c'est la grosse actualité. Après, il y a tout ce qui tourne autour de PSAN. Avec donc Mika qui est maintenant acté et puis nous on a l'extension au service 3, c'est-à-dire le trading de crypto à crypto qui va être pour laquelle on a déposé un dossier depuis maintenant plusieurs mois et qui va, on l'espère aussi, compléter le dispositif qu'on va proposer à nos clients dans les prochaines semaines.
Et ben voilà, et puis si vous voulez vous ouvrir un compte chez Paymium, puisque Paymium est partenaire, comme c'est écrit juste au-dessus de ma tête, de Grand Angle Crypto, vous avez aussi un petit bon d'achat à 10 euros qui vous est offert pour aller chez Paymium. Et en fait, pourquoi Paymium? C'est marrant parce que nous, on a eu des offres de gars beaucoup plus gros que vous et beaucoup plus connus. Et en fait, avec Guillaume, on a dit non. Alors, plus connus, ça dépend de qui. Parce que ceux qui étaient là au début de Bitcoin nous connaissent comme des pionniers. Effectivement, mais après, il y a eu beaucoup de nouveaux venus qui sont arrivés mystérieusement comme ça en 2018. Un peu opportunistes, peut-être. Mais l'idée, en fait, c'est de... Pourquoi on a brandé Paymium? Et en fait, moi, je t'avais dit à l'époque, de toute façon, j'en veux que 2, ce sera Paymium et Ledger, et s'il y en a un qui veut pas, tant pis, il n'y en aura qu'un. Et puis avec Ledger, on s'aime bien, on s'en parle, puis on leur fait plein de pubs en plus, la preuve. Mais on n'a pas trouvé le format, le truc, on s'en fiche. Et parce qu'en fait, pour moi, le message, c'est acheter des bitcoins dans une structure de on-ramp, donc de la banque à bitcoin, faut bien un Paymium quelque part. Bien sûr. On peut pas onboarder bitcoin, on peut pas envoyer des euros dans bitcoin. Voilà. Pas encore, non. Et sécuriser-les proprement. Donc utiliser un intermédiaire, un tiers de confiance le plus solide de la bande, et puis sécuriser votre truc avec la technologie, la meilleure tech. C'est cohérent en tout cas. Ouais. Et du coup, sociétés qui sont là depuis longtemps, qui ont fait leurs preuves. Ah oui, puis Nicolas Baca, Charles Guillemet, tout ça, c'est des gens qu'on connaît bien, qui viennent, c'est des gars solides. Et puis Pierre Noiza en fait partie pour Paymium. On essaie de faire notre mieux chez Paymium aussi pour effectivement servir nos clients et les aider à rentrer dans l'écosystème pour les nouveaux venus, et puis d'autres qui peuvent être ailleurs, ont pu se fourvoyer ailleurs, peuvent revenir chez nous aussi pour... Donc tu peux confirmer que chez Paymium, les clients ne vont pas se faire sucer leur argent et que tu ne vas pas partir en voyageur avec leurs sous, quoi. Ceux qui peuvent être certains, c'est qu'on ne va pas placer leur argent. Effectivement, on est philosophiquement opposé à ce genre de... Ils sont où les bitcoins de Paymium d'ailleurs? Les bitcoins que je te dis chez Paymium, ils sont en cold storage, ce qu'on appelle le cold storage. Donc je ne donnerai pas plus de détails ici, mais les gens de Ledger savent ce que ça veut dire, et ceux qui nous écoutent aussi, il s'agit d'avoir des clés privées offline, qui ne sont pas sur des serveurs, donc il n'y a pas de hack possible. Après, il y a la sécurité de la plateforme elle-même qui, c'est la sécurité de la base comptable notamment, parce que si quelqu'un s'amuse à jouer avec les comptes des clients, évidemment, c'est le même résultat que si les clés privées sont compromises. Donc il n'y a pas que le cold storage, contrairement à ce que j'entends parfois, il n'y a pas que la proof of reserve, parce que tout dépend de la dette qu'on a. Donc c'est sur ces deux tableaux qu'on se distingue, je pense, depuis maintenant plus de 12 ans qu'on existe, quoi. Merci beaucoup Pierre, et puis à la prochaine. À bientôt. Merci.